présenter pour cette intervention d'une demi-heure environ. Donc, je m'appelle René Marchand, et quand j'ai entendu hier Mario Beauregard se présenter et dire qu'effectivement, à un moment donné, dans sa vie, à 8 ans, il a eu une expérience dans laquelle il a eu son programme de vie donné, je peux témoigner que moi, ce programme, je l'ai eu à 24 ans. Voilà. J'étais jeune étudiant à Montpellier, donc je suis de formation scientifique, ingénieur chimiste, physico-chimiste. Et le jeune ingénieur qui était à Montpellier, où il y avait du soleil, de jolies femmes, des boîtes de nuit, beaucoup de choses un peu jouisseurs, du jour dans une nuit, il a changé complètement. Et une visitation, comme on dit dans la tradition chrétienne, s'est faite, et le jeune ingénieur a tout d'un coup reçu un programme de vie, et toute mon orientation, de vie a changé à ce moment-là. C'était non seulement une information, mais c'était également une force. 40 ans se sont écoulés depuis, et donc là, je vous parle ici et maintenant en accord avec ce programme de vie. Ce programme de vie devait allier effectivement le langage, la science et la spiritualité dans toutes les possibilités qu'il m'était possible d'accomplir dans cette incarnation. Voilà. Donc le thème là générique, langage, science et spiritualité, va être compacté sur un thème qui va être le thème de la résonance. Donc résonance. Alors on va dans le cours de cette demi-heure, nous allons à la fois raisonner avec le cerveau gauche et raisonner avec le cerveau droit, et nous allons également nous aligner avec le cœur dans cette communication entre les deux cerveaux. Alors, quelle va être la méthode qui va être utilisée pendant cette demi-heure? Donc j'ai eu cette image qui m'est venue, celle du métier à tisser sacré. Le métier à tisser, le tissage, est une image qu'on rencontre dans beaucoup de traditions. Vous avez bien sûr le tissage dans l'Iliade et l'Odyssée chez les Grecs, et vous avez dans la tradition indienne, vous avez le mot tantra, qui veut dire également la trame qui correspond au tissage. Nous allons en fait tisser des liens entre le langage, la science et la spiritualité, avec comme thème principal la résonance. Et je vais faire un hommage, donc dans cette vie-ci, j'ai rencontré de nombreux guides, et un de mes guides a été Yvan Amar, et c'est par lui en fait que je suis ici en ce moment et que je communie dans le soufisme. C'est par lui que j'ai eu mon initiation au soufisme. Je disais à l'époque, je suis demi-soufi, et depuis que j'ai rencontré Aziz, je me sens à 99,99 soufi. Donc cet hommage dans la lila des mondes infinis, la lila, un terme sanskrit qui veut dire le chatoiement des mondes infinis, je tisse des liens entre les fils de moi-même pour la seule joie de me reconnaître dans le regard de ceux qui s'aiment. Voilà, c'est ce qui est inscrit sur la tombe de ce guide. Et nous allons tisser ces liens entre nous. La première image, c'est celle-là, celle d'un archange qui souffle dans une trompette. Alors c'est qui cet archange? C'est l'archange Gabriel qui souffle dans la trompette pour annoncer et énoncer la parole des divins. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater? La plupart des religions sont issues de la parole. Dans l'islam, le Coran, c'est la parole de Dieu révélée par l'archange Gabriel au prophète Mohammed.
Dans le christianisme, le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Dans la Torah, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans les Védas, par le chant et à côté de lui, il produit le cri. Par le cri, l'hymne. Au moyen de la triple invocation, la parole. La triple invocation. La trilogie est déjà présente. Alors, les sciences. Et c'est quoi cette trompette? Alors, en termes scientifiques et mathématiques, ça s'appelle un hyperboloïde. C'est donc en fait une hyperbole que l'on fait tourner sur son axe, et en fait ça donne une trompette. Mais à quoi elle correspond cette trompette? C'est une aire infinie et un volume fini. C'est donc une figure géométrique qui permet de joindre le fini et l'infini. La trompette de Dieu est un hyperboloïde, car de l'infini surgit une parole qui touche le fini. Et c'est également une cavité résonante. On fait résonner le divin et l'humain. Alors, cette conférence, on va jouer avec l'analogie qui fait partie du langage. Et je vais laisser la place au maître de l'analogie dans la spiritualité. C'est mythique. Hermès Trismégiste et la table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire les miracles d'une seule chose. Actualisé à notre époque, un des maîtres de l'analogie est un scientifique, un mathématicien. Il s'appelle René Thom. Disparu il y a peu de temps, en 2002. C'est un mathématicien, Vidal Fields, théoricien des formes dynamiques. Les mathématiques sur lesquelles il a travaillé, ce ne sont pas des mathématiques de calcul, ce sont des mathématiques de forme, ce sont des mathématiques qualitatives. Donc il a construit sa notoriété en tant que topologiste. La science des formes en mathématiques, ça s'appelle la topologie. Et voilà des exemples de formes sur lesquelles il a travaillé. À gauche, ça ressemble furieusement à un pantalon. Donc effectivement, si vous portez un pantalon, vous faites de la topologie sans le savoir. Donc des applications, donc il s'est intéressé à la dynamique des formes, donc en embryologie, en physiologie, en géologie. Là, vous avez un exemple, par exemple, en géologie, un lac de montagne. Et bien si il y a un changement de forme dans la plissure, dans la courbure de la montagne, à ce moment-là, le lac va se déverser dans la vallée, et il y a ce qu'on appelle une catastrophe. Et donc, il a exploré, en fait, ce qu'on pourrait appeler la théorie des singularités et des bifurcations, ce que l'on appelle la théorie des catastrophes. Il identifie cette approche à une théorie de l'analogie. C'est donc un théoricien de l'analogie, en fait. Et ces domaines de recherche ont concerné non seulement des choses pratiques comme ça, mais aussi la linguistique, les relations à l'imaginaire et à la métaphysique. Et en linguistique, il a travaillé sur la structure du langage et sur la structure sujet, verbe, objet, qu'on appelle SVO. Et donc, il a proposé d'identifier la structure triploblastique du vertébré. Alors, c'est un mot barbare, triploblastique, qui veut dire simplement que nous avons trois feuillets. Trois feuillets, mais Aziz aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, d'identifier la structure en trois feuillets du vertébré à la structure ternaire de la phrase transitive, sujet, verbe, objet, selon la correspondance, endoderme égale sujet, mésoderme égale verbe, ectoderme égale objet. Donc pour lui, dans l'analogie profonde, l'être humain est structuré comme un langage. Et donc une citation. Je suis convaincu que le langage, ce dépositaire du savoir ancestral de notre espèce, détient dans sa structure les clés de l'universelle structure de l'être. Les mathématiques mènent à tout. Et donc, pour donner un exemple
une représentation en fait de cette structure. Donc ce qui est proposé, c'est la structure horizontale et la structure verticale. L'horizontalité, le monde du microcosme au macrocosme en passant par le mésocosme, et de la terre au ciel. Ce monde de l'horizontalité, il y a deux mots, je caractérise par deux mots. Spirituel, mais avec un petit s. Dans la langue française, spirituel, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui a un peu d'humour, qui est léger, qui est... Voilà. Et la quantité, c'est dans le monde de l'horizontalité, on calcule. On fait des quantités. On travaille sur les quantités. Dans le monde de la verticalité, on va travailler sur les qualités et sur le spirituel avec un grand S, c'est-à-dire la relation à la source. Ça peut se décliner également, l'horizontalité, en objet et en quantité, et pour la verticalité, en sujet et en qualité. La verticalité s'éprouve, vous les éprouvez, la verticalité, en tant que sujet, en tant que je. En tant que petit je, ce qu'on appelle l'ego, ou en grand je, quand effectivement l'alignement se fait avec la source, auquel cas vous allez rejoindre ce qu'on appelle également le soi, avec une valeur. Donc, j'ai qualifié cette verticalité d'alchimique et l'horizontalité de chimique. C'est force que je suis un ingénieur chimiste. Alors, cette image, vous allez pouvoir également la voir dans les Védas. Donc, le plan vertical et le plan horizontal. Donc là, effectivement, pour l'horizontalité, on va parler de plan. Donc, les trois gunas, sattva, rajas et tamas. Je passe rapidement. Et vous avez cette image aussi des trois lobes d'un certain niveau d'énergie de la densité de présence de l'hydrogène à côté. Donc ici, je vais vous proposer quelquefois des images qui vont cohabiter les unes avec les autres pour faire résonner votre cerveau droit. Transcendance immanence, c'est une autre manière de présenter l'horizontalité et la verticalité. Al-Rahman, Rahim. Rahim. Al-Rahman, Rahim. J'arrive pas. Je le prononce avec les cœurs, je suis désolé. C'était très bien. Et c'est également la notion que l'on va retrouver dans l'imaginal d'Henri Corbin, quand Henri Corbin a travaillé sur les écrits d'Ibn Arabi. Donc il a qualifié les espaces de densité de présence qui sont décrits par Ibn Arabi comme l'imaginal. À défaut, l'imaginaire pour nous dans l'horizontalité, c'est juste des projections que l'on peut faire, alors que l'imaginal, ces projections sont des projections vivantes de présence. Voici pour l'analogie, nous allons passer de l'analogie à la résonance. Alors, vous connaissez tous la résonance acoustique, et en particulier par le diapason. Donc, qu'est-ce que c'est un diapason? C'est tout simplement un doublet de métal qui autorise certaines vibrations. Voilà. Et si vous tapez avec un marteau sur un diapason, il va rentrer en résonance avec un diapason de la même forme, mais pas avec un diapason de forme différente. Voilà. Ce sera mieux avec le son. Voilà, ce qu'est la résonance. Donc, on bloque un diapason et le deuxième diapason se met en résonance. Et ces diapasons, en fait, ont ce que l'on appelle des modes propres de résonance. Alors, qu'est-ce que c'est un mode propre? Eh bien, on va avoir l'illustration sur la diapositive suivante. On va demander à un des opérateurs de souder, en instant sa main,
et de chercher la fréquence de résonance, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle on a un maximum de déplacement. C'est parti, je crois que c'est Jean-Marc. Voilà. On va attendre qu'il stabilise son oscillation. Je pense qu'on a trouvé la... Quand il va le faire signe, on aura la fréquence de résonance. Voilà. On a la fréquence de résonance. Cette fréquence de résonance, on la convertit en tempo musical. On va dire que ça, ce sont des noirs sur nos partitions. Que se passe-t-il si on double la fréquence, c'est-à-dire si le batteur joue des croches? On va attendre que ça stabilise. Voilà, là on y est, c'est parfait. On a bien, cette fois-ci, à 2 fois la fréquence, 2 maximum. Un ici, un ici. Et au centre, ça ne bouge pas. On revient à la première fréquence de résonance, on fait des noirs. Voilà. Un peu de solfège en même temps, c'est pas de basse. Alors vous avez appris les triolets, bah, c'est les triolets, c'est quand on joue 3 fois plus vite. Donc, on va faire 3 fois la fréquence en écoutant des triolets. Voilà, là, on va avoir des triolets, on attend un peu que ça se stabilise, parfait, j'ai un maximum, 2 maximum, je l'ai dit, 3 maximum, on appelle ça des ventres, et j'ai 2 minimum au centre, et ça c'est 2. On revient à la fréquence, on va prendre voilà. Voilà ce qu'est une fréquence propre pour une corde vibrante. Donc, ça c'est ce qu'on appelle un résonateur en fait, à une dimension. Voici donc exprimé les différents modes d'une corde, donc sur ce schéma simple. Il existe également, bien sûr, des résonateurs à 2 dimensions. Ça s'appelle des tambours éventuellement. Et ceci est une peau de tambour qui vibre. Voilà. Et vous avez également des résonateurs à 3 dimensions. Alors, c'est récent. On s'est aperçu qu'il existait que les étoiles étaient des résonateurs à 3 dimensions. C'est tout à fait récent, en fait. Ça date des années, il y a une vingtaine d'années environ. Les étoiles, qui sont des caisses de résonance cosmique. Et en fait, vous avez des modes propres de résonance au sein des étoiles. L'univers chante, en fait, et résonne. Voilà le son des étoiles. Donc les étoiles, en fait, ont des voix particulières, ont des chants particuliers. Et maintenant, on va voir, en fait, comment on peut représenter une fréquence propre. Par exemple, si vous avez ces 3 petits ressorts, vous voyez, ces 3 petits ressorts, en fonction de leur raideur, de la masse qu'il y a, vont osciller d'une manière différente et vont donner des courbes, des ondulations différentes. Et pourquoi je fais la transition en fait de l'étoile à quoi la prochaine slide? C'est la naissance de la physique quantique. Donc nous allons passer de ces résonances à la physique quantique et nous allons voir que en fait la physique quantique va être née à partir de ces de la représentation de ces petits ressorts. Alors la théorie quantique elle est née alors que les physiciens voulaient juste expliquer les derniers points qui constituaient les limites de la physique classique. Le spectre d'émission du corps noir, on va y revenir, c'est pas méchant, ça fait le terme est barbare, mais un corps noir c'est quoi? C'est l'inverse d'un miroir. Un miroir réfléchit toute la lumière,
et un corps noir absorbe toute la lumière. L'effet photoélectrique, le modèle atomique et la répartition des raies spectrales. C'est ça les 4 points qui ont généré, les 4 grains de sable de la physique classique qui ont généré la physique quantique. Alors, la nature de la lumière, en fait, c'est au milieu du 19e. Un physicien qui s'appelle Kirchhoff a découvert certaines lois du rayonnement, qui fait que quand on chauffe un corps, vous voyez que la lumière change. Donc il y a un rayonnement, et ce rayonnement change avec la température. Et le comportement de ces corps noirs posait un problème énorme aux physiciens, parce que quand on augmentait la température, on augmentait en fréquence. Enfin, on diminuait on augmentait en fréquence. Et donc, à la limite, si on fait un feu de cheminée, si on augmente la température, on devrait bronzer et à la limite choper des rayons X. C'était ça que la physique prévoyait à la fin du 19e. Donc, il y a eu une étude du corps noir, des expériences, et c'est effectivement, comme l'a dit Philippe Bobola hier, c'est Planck qui a trouvé comment faire. Et comment il a fait? Il a dit qu'il doit exister un quantum minimum pour les échanges entre la cavité du corps noir et la lumière ne pouvaient pas être continus, étaient forcément discontinus. Donc il l'a fait à son corps défendant. Et donc ces parois de la cavité, il n'a pu faire les équations correspondantes à ces quantums que en simulant des petits oscillateurs harmoniques des ressorts. Donc l'image que je vous ai présentée précédemment de ces petits ressorts, en fait, c'est ce que Planck a utilisé pour simuler le comportement de l'interaction entre la matière et la lumière dans le corps noir. Et il a appelé ça des résonateurs. Ça me parle un peu. Et voilà. Donc derrière, effectivement, donc de là est née la fameuse constante de Planck, qui est le quantum minimum d'action, correspondant à ces différentes fréquences de résonance. Vous avez vu que dans la corde vibrante, vous n'avez que certains modes propres. Et vous voyez, quand les gens ont travaillé sur la corde, vous aviez des nœuds et des ventres. Et en fait, c'était des nombres entiers. Vous avez 1 ou 2 ou 3 nœuds. Et bien là, c'est pareil. Dans la quantification au niveau l'origine de la quantification, c'est ça. Ça résonne sur 1, 2, 3, 4 nœuds. C'est un nombre entier de nœuds. C'est ça l'origine du quantique. Ok ? Et donc on va voir ça qui va nous suivre tout le temps dans le quantique en fait. Toute la description du quantique correspond à des résonateurs qui résonnent sur des fréquences propres et qui permettent effectivement des oscillations sur des modes entiers. Alors, lors d'un discours en 1944 à Florence, une ville sympathique, n'est-ce pas? En tant qu'homme qui a consacré toute sa vie à la science la plus lucide et à l'étude de la matière, je peux vous dire ceci en conclusion de mes recherches sur les atomes. Il n'y a pas de matière comme telle. Toute la matière est originaire et n'existe que par la vertu d'une force qui cause les particules d'un atome à vibrer et qui soutient tout ce système atomique ensemble. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. La mécanique matricielle, un clin d'œil. Werner Heisenberg. Voilà. Donc c'est lui qui développe la première formalisation de la mécanique quantique. Et cette formalisation matricielle, l'opération non compétitive, s'appelle la mécanique matricielle. Donc ça fait 2 gros clins d'œil quand même, hein. Peut-être 3. Le résonateur, Florence, la mécanique matricielle. Voilà. Et Max Born, son directeur de thèse, a écrit à Einstein, avant la publication, la nouvelle étude de Heisenberg a une allure très mystique, mais elle est sûrement exacte et profonde. Alors derrière, vous avez le modèle atomique.
Bienvenue. Le modèle atomique de Schrödinger, donc, il a effectivement imaginé une équation, une évolution de la fonction d'onde, et c'est lui qui a permis le développement du formalisme quantique. Alors, petite remarque, Schrödinger était un être extrêmement spirituel, puisqu'en fait, il pratiquait ce qu'on appelle le Vedanta, qui est la non-dualité dans la religion indienne. Alors, la fonction d'onde, en fait, exprime l'évolution d'une densité de probabilité de présence. Densité de probabilité de présence. Et le langage est important. Nous allons le retrouver dans notre relation à la verticalité. Et voilà une image correspondant effectivement à une représentation de la densité des nuages électroniques. Et vous voyez à gauche, en fait, toujours ce schéma des cordes avec ses nœuds et ses bandes. Donc dans le modèle de Schrödinger, la résonance est présente. Voici une petite animation animée qui en haut vous présente la vision classique des ressorts, et en dessous vous avez des ondes qui se superposent les unes aux autres, qui est donc la vision actuelle de la probabilité de présence d'un électron autour d'un atome, d'un noyau. Un exemple, voici, ce sont tous les modes de densité de présence, de probabilité de présence de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Vous avez sur les 4 points, en fait, vous voyez la dynamique en fait associée à ces modes. Et vous pouvez considérer que ce sont des nœuds et des ventres en 3 dimensions. Nœuds et ventres de quoi? D'une probabilité de présence. Alors cette citation de Werner Heisenberg. Si l'objet est irreprésentable, la physique est indicible. Pour éviter cette conclusion, il faut travailler à une modification de l'emploi de nos formes d'intuition, ce qui veut dire réfléchir au langage, à la genèse des concepts et à la manière dont sont fixées les frontières entre sujet et objet. De la résonance à l'analogie, je vais vous présenter 2 images. Je ne vous dis pas ce que c'est. Première image. Enfin, voici ces 2 images. Je vous laisse quelques secondes pour les contempler sans vous dire ce que c'est. Il y a des similarités, il faut constater. L'image de gauche, c'est un plancton siliceux marin. L'image de droite, c'est en mathématiques une représentation du groupe de Lie, qui est utilisée, c'est des groupes de symétrie qui sont utilisés pour décrire le comportement du modèle standard, enfin, qui est utilisé dans le modèle standard pour décrire les particules de la physique fondamentale. Étonnant. Alors, maintenant. C'est une note de piano qui résonne sur un appareil qu'on appelle un cimascope, qui permet effectivement de mettre en forme les vibrations d'un émetteur. Ce que vous pouvez constater, c'est que le son génère une forme. Voici le groupe de Lie. Vous voyez là la résonance entre des êtres mathématiques et des êtres sonores acoustiques. Et c'est en vous qu'elle se fait cette résonance. Encore. Encore? Oui.
ça, c'est 0,01%. Le reste doit être C'est insoutenable. la beauté de 0,01%. Ou de l'autre côté, ما لا ترى عين ما لا خطر على ما لا ترى عين. Et là, le langage, clé du passage entre l'horizontale et le vertical. Donc, je reviens sur cette image. Métaphore agissante, les cordes vocales. Le langage, nous sommes humains, donc nous parlons avec les cordes vocales. Impact fabuleux de la voix humaine sur d'autres environnements. Ça, c'est les harmonies. La voix humaine crée une forme. La voix humaine a cette capacité de créer la forme. C'est ça le langage. Et donc le langage associé à la voix humaine a la capacité de créer des formes. Oh pardon. Je dis que le langage et la parole, oui. La voix humaine et le langage a donc la possibilité de créer la forme. C'est en ce sens que des sons peuvent être thérapeutiques. Ces sons, ils peuvent être émis par la voix humaine ou ils peuvent être, il y a toute la gamme de la manifestation de ces sons, on va le voir un peu. Alors quel langage? Les langages naturels, les langues dites sacrées, le langage de la logique et le langage mathématique. Donc cette diapo est juste une mise en bouche, je ne développerai pas. Sauf certaines choses. Le langage mathématique, je voulais vous présenter quelque chose qui est très peu connu. Ce sont les Sulba Sutras. Ça s'appelle les règles de la corde, c'est très vieux. C'est les Védas, ça fait moins de 2000 ans. Donc il détaille la construction en briques des autels et des foyers pour les rites obligatoires et les rites exécutés à des fins spécifiques. La forme de ces autels doivent être réalisées très précisément et uniquement à l'aide de cordes et de piquets, ce qui nécessite des connaissances géométriques pour les concitoyens. Il est très fréquent que les autels de formes différentes, mais ayant la même aire, doivent être construits car la même quantité d'énergie sacrée était vue comme pouvant s'incarner de différentes manières. L'origine des mathématiques indiennes est liée à la relation au divin et aux différentes formes d'expression du divin dans la matière. Cette exigence nécessite des techniques de transformation de figures géométriques concernant l'air. Voilà des images d'autels védiques. Et les trois images fondamentales, en fait. Vous avez le carré, le rond et le faucon, ou l'aigle, je ne sais plus. Donc les mathématiques sont issues de la relation au divin. La géométrie est issue de la relation au divin. Alors vous avez les mosaïques islamiques. Alors ça c'est une merveille. En 1973, un grand savant, Penrose, a découvert les pavages non périodiques. Et plus tard, 10 ans plus tard, ont été découverts ce qu'on appelle les quasi-cristaux. C'est pas possible de faire un pavage avec une symétrie d'ordre 5. Si vous avez un carrelage à faire, vous allez faire des symétries d'ordre 4 ou des symétries d'ordre 6. Mais
Vous n'allez pas pouvoir faire un pavage dans une salle de bain avec une symétrie d'ordre 5. Et pourtant, on peut faire des pavages avec des symétries d'ordre 5, et Penrose les a démontré. Et surtout, il existe un pavage non périodique à la mosquée d'Ispahan, d'ordre 5. Encore une correspondance entre le sacré et la géométrie. Alors les langues sacrées, vous reconnaissez? L'hébreu, donc l'arabe, l'hébreu. L'égyptien, le dieu égyptien, Phta. Ça se prononce Phta. La fatir, l'ouverture, al-fata, l'ouverture, Phta. Sésame ouvre-toi en français, Sésame ouvre-toi, et en arabe c'est Fata. Et c'est là que vous voyez, ce qui est fantastique avec Sésame ouvre-toi, c'est la parole qui est agissante directement. C'est ce qu'on appelle en français, c'est du langage performatif. Quand je dis par exemple j'ouvre la cérémonie, le fait de dire j'ouvre la cérémonie, eh bien Sésame ouvre-toi, c'est pareil. Vous avez un cœur fermé en face de vous qui apparaît fermé, Sésame ouvre-toi, là. Et le cœur s'ouvre, c'est pareil. C'est ça le secret, le grand secret. Et derrière, vous avez par exemple, dans le sanskrit, la langue sanskrit, le pranavaram. Prière, mantra, sutra, sourate, nom, lettre. Résonateur. Chuchoter, réciter, scander, salmodier, chanter, intérioriser. Tout ça participe du lien entre l'humain et le divin. Donc nous sommes en fait dans des octaves d'une densité de présence-absence. Al-Hadra. Voilà cette image dans laquelle j'ai voulu symboliser. Donc ce passage de l'horizontal au vertical qui se passe par le cœur et où la lumière noire est agissante et où la rose éclot et avec voilà. Et donc dans la dynamique matricielle, dans notre cœur, avec tendresse, dans l'intimité de notre cœur, nous récitons. Nous invitons les lettres, les résonateurs, à danser avec nous la présence de la lumière. L'homme relié, voilà, entre le microcosme et le macrocosme, dans la verticalité, dans la pulsation dans le cœur, la pulsation de la présence au sein de la présence. La pulsation de la lumière réelle au sein de la lumière réelle. Et nous allons terminer par un poème d'Ibn-Arabi. Mon cœur devient capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, temple pour les idoles, Mecque pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour, partout où se dirigent ses montures. L'amour est ma religion et ma foi. Alors, je propose d'illustrer la pulsation de la présence dans la présence par un travail corporel maintenant qui va être animé par Tess, avec lesquels on travaille beaucoup en collaboration, en résonance, on va dire ça comme ça, en résonance, pour effectivement faire ressentir par bien sûr le langage est peut-être performatif, mais le corps il est aussi intéressant de travailler dans la résonance corporelle
dans la résonance des sensibilités. Et donc il y a une approche qui permet effectivement de partager cette sensibilité. Et donc Tess va vous la présenter.